Salut tout le monde, bienvenue au deuxième podcast de la saison avec Blue Chip Prospect ou Étienne Lepage, comme vous préférez. C'est la première fois que je fais un podcast où que je mets mon visage dans le coin, en haut, à droite ou à gauche, pas trop sûr de quel côté que ça se présente pour vous. Mais la majorité des podcasts ont leur visage quelque part, donc je me dis, il doit bien avoir une raison. Donc je le fais aussi. Pour le faire, il a fallu que j'utilise un nouveau système ou un nouveau programme qui s'appelle OBS Studio, que beaucoup de personnes connaissent déjà. Sauf que le problème, c'est que je suis un noob. J'ai aucune idée comment fonctionne ce programme-là. Donc, j'ai fait plusieurs tests, mais 90% du temps, c'est concluant et ça fonctionne très bien. Mais il y a un 10% de temps où ce que la petite bulle avec ma face, elle se désynchronise avec mes paroles ou avec le son. Donc, si ça l'arrive, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour. Ainsi va la vie, il va falloir dealer avec cette fois-là. Et au fur et à mesure, je vais apprendre un peu plus comment fonctionne OBS, puis je vais être capable de mieux le faire. Donc, le but de l'exercice aujourd'hui est de comparer le draft de l'année 2024 avec l'année 2025. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'année 2025 jusqu'à présent. Je trouve que c'est une année qui est moins bonne quand on parle du top 10, mais aussi une année qui est moins bonne en profondeur. Donc, pour pouvoir avoir une idée claire, je me suis dit, on va mettre ça sur papier ou sur écran d'ordinateur plutôt. Là, vous pouvez voir ici. J'ai créé deux tier lists, dans le fond, là, avec Elite, High-End, Top 6, Top 4 Plus, Top 6, Top 4 normal, puis Middle 6, Bottom Pair. Puis je l'ai fait pour 2024 ainsi que pour 2025. Fait comme ça, on va pouvoir comparer un peu le top 16 de qu'est-ce que ça a l'air. On va aussi pouvoir voir, un coup que le top 16 a été pigé, qu'est-ce qui reste? L'année passée, après le top 16, il restait beaucoup de bons joueurs à repêcher, tandis que là, on va pouvoir voir après le top 16, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça se compare avec l'année passée ou pas du tout? Donc, c'est pas mal ça le but de l'exercice d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, j'espère que oui. Mais de toute façon, faites juste suivre, vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, pour commencer, on va commencer avec l'année 2024. Puis, évidemment, je ne vais pas faire un redraft. Je ne vais pas comme mettre mes opinions là-dessus. Mettons, prendre un joueur comme Ilya Protas qui devrait probablement jumper dans la première ronde si on faisait un redraft de 2024. On y touchera pas. On va garder ça dans l'ordre que ça s'est présenté l'année passée. Puis pour ce qui est de 2025, je vais prendre mon ordre à moi, donc le top 16 que j'ai fait récemment. Je vais prendre ça. La seule différence, c'est que ici, j'avais Cameron Schmidt. Cameron Schmidt, on va l'enlever, puis j'ai rajouté Radim Murtka. Parce que Cameron Schmidt, même s'il a des bonnes stats, même si c'est un excellent joueur jusqu'à présent, du moins dans le junior, c'est un joueur qui est porté à probablement être repêché plus tard que le top 16, selon moi, tandis que Radim Murtka, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il sorte du top 16. Donc, pour pouvoir faire ça d'une façon fair, d'une façon juste pour 2024 et 2025, on sort Cameron Schmidt, on rentre Radim Murtka, comme ça, on va pouvoir euh, les mettre dans le tier maker. OK? Donc, on part ça. Et la première des choses. Ah, puis non, on part pas ça. Avant, dans le fond, de partir, ce que je voulais dire, étant donné que j'utilise un nouveau software, que je fais ça d'une nouvelle façon, des fois, ça se peut que je fasse des cotes, même si je sais que mon podcast en général est très. Un peu comme une conversation, c'est très laid back, très relax. Des fois, je vais peut-être faire des cotes juste pour être sûr, m'assurer que tout est fonctionnel, que tout est synchronisé. Pas trop souvent. Donc, si jamais il y a une partie qui est désynchronisée, elle va rester désynchronisée. Sauf que si je peux essayer de l'éviter, je vais essayer de l'éviter. Donc, si vous voyez des cotes, c'est pas que j'essaie d'enlever des affaires ou des erreurs, des affaires comme ça. C'est vraiment plus une question de je veux m'assurer que le podcast s'enregistre comme il faut. Donc, c'est ça. OK? Fait qu'on part ça. Premier, numéro un, je pense que c'est assez simple qu'on sait tout de suite que Celebrini, c'est un joueur élite. Pour tous ceux qui ont écouté la game justement des Canadiens de Montréal contre San Jose hier, du moins au moment que j'enregistre ça, c'est clair, net et précis que Celebrini est un joueur élite. Peut-être pas actuellement, là, mais malgré qu'il avait l'air de ça hier, mais un joueur en devenir. Euh, il était partout sur la glace. C'est un joueur qui est bon dans tout. C'est un joueur qui est bon défensivement, qui forecheck très bien. C'est un joueur qui est un bon passeur, un bon tireur. Il n'a pas peur de se présenter dans le milieu de la glace. Il n'a pas peur du trafic. Il n'a pas peur de frapper. Euh, c'est un joueur, dans le fond, qui fait tout extrêmement bien. Puis il est pratiquement un point par match actuellement. Donc, je pense qu'il a comme 42 points en 48 matchs dans sa première saison, jouant pour une des pires équipes de la Ligue nationale, sinon la pire. Donc, ouais, je pense qu'il mérite sa place dans le ranking de Elite. Le deuxième, ça va être
Artem Levshunov. Puis Levshunov, j'étais déjà pas son plus grand fan l'année passée. Je l'avais, je pense, septième ou huitième. Je suis plus trop sûr exactement où ce que je l'avais. Mais je l'avais pas deuxième comme où Chicago l'a pris, dans le fond. Donc, pour être fair, on va prendre Levshunov, puis on va le mettre à high-end. Moi, je suis pratiquement sûr que ce ne sera pas un joueur qui va devenir élite. C'est toujours. Évidemment, là, tous les joueurs, ça se peut toujours qu'ils se développent en fou, puis tout à coup, il devient un joueur élite ou il trouve la petite coche supplémentaire. Mais Levshunov, je trouve qu'il y a quand même il y aurait un bon step à prendre pour devenir un joueur élite. Donc, on va le mettre à high-end. Si c'était juste de moi, je le mettrais à top 4 plus. Mais pour être fair pour les 2 années, on ne sait pas, là, on est juste dans le draft plus 1. Donc, c'est dur de pouvoir se dire, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il va devenir d'ici 3, 4, 5 ans dans la Ligue nationale ou qu'est-ce qu'il va être dans son prime. On va le mettre à high-end, pas à élite parce que je ne penserais pas qu'il va être élite, mais high-end, il y a quand même des bonnes chances qu'il devienne ça éventuellement. Après ça, si on y va avec le choix numéro 3 qui était Beckett Seneca. Beckett Seneca, selon moi, c'est un autre joueur que je mettrais high-end. C'est pas un joueur élite, malgré que c'est un joueur qui pourrait se rendre là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attributs pour se rendre là. Mais tu sais, c'est rendu un joueur de 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui a d'excellentes mains. C'est un joueur qui patine bien. C'est pas le. Il n'a pas la meilleure des accélérations, mais il a une bonne vitesse de pointe. Comme je dirais, des excellentes mains. C'est un bon tireur, un excellent passeur. Il a une vision hors pair. C'est tout un joueur, dans le fond. Puis si on prend sa production de cette année comparativement à la production de l'année passée, il a pratiquement doublé sa production. Dans le fond, si on fait un petit stop ici, puis on fait juste aller voir, là, on va ouvrir une autre page. Hit Prospect. Comme ça. Là, on va faire Beckett. Beckett Seneca. On va aller voir sa production. Voilà. Beckett Seneca. OK, c'est bon. On va l'avoir. C'est ça. Il est rendu à 81 points en 49 matchs pour un total probablement en fin de saison d'à peu près 97 points. 97 points à 6 pieds 4, presque 200 livres. Je pense qu'il va être correct. Il y a un peu tous les attributs pour pouvoir y arriver de toute façon. Donc, je pense que high-end, c'est quand même relativement. C'est pas sûr, il n'y a jamais rien qui est sûr, mais c'est quand même secure, je pense, comme tier. Après ça, si on y va avec M. Lindstrom, lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est blessé depuis l'année passée. Il a joué comme quelques matchs qui étaient revenus dans le coin des playoffs. Ça n'avait pas été très, très concluant. Puis là, cette année, ben, il n'a pas joué pantoute. donc, c'est un peu compliqué pour lui. Puis personnellement, je pense que je l'avais 9e, si je ne me trompe pas. Puis c'est pas autant. Même si c'est le type de joueur que j'aime, les joueurs qui sont gros, qui sont physiques, qui sont rapides, quand je pourrais dire, tu sais, plus de la moitié de ses buts l'année passée, c'était des buts à l'intérieur de 2 pieds du net. Fait que, tu sais, oui, il y a un bon tir, puis il y a eu des flashs de tir là, vraiment excellents, high-end. Je pense pas qu'il y a d'excellentes mains, mais c'est un très bon patineur. Je pense pas qu'il y a une si bonne vision que ça, mais il est capable de passer la rondelle entre deux, trois bâtons ou deux, trois protège tibia, là, ou peu importe. Mais tu sais, il est excellent dans sa façon de jouer, mais je ne suis pas sûr à quel point il va être capable de m'amener. Je pense pas que c'est un play driver. Il est très agressif, bon patineur, il est gros, avec un bon tir, mais c'est ça qui amène. Est-ce qu'il peut en amener plus? Est-ce qu'il est capable d'en développer plus après avoir perdu une saison complète de développement après son année de repêchage? C'est ça qui est dur à savoir. Donc, pour l'instant, je ne le mettrai pas à AN. Puis, je ne le mettrai pas non plus avec une chance de devenir AN. Je pense que je vais le mettre à top 6 comme ça, parce que je pense que définitivement, c'est le type de joueur qui projette dans un top 6, qui va jouer comme joueur, qu'il soit à l'aile ou qu'il soit au centre. Je pense que définitivement, il va jouer dans un top 6 au niveau de la Ligue nationale quand il va arriver à son prime, et ainsi de suite. Sauf que je pense pas vraiment qu'il y a une chance de devenir high-end. OK? Donc, tu sais, le top 6, le top 4 ici, je ne suis pas sûr si je l'ai expliqué encore, là, mais le top 6, top 4 plus, dans le fond, c'est un joueur qui projette dans un top 6, mais qui a aussi une chance de pouvoir jumper. Aller, dans le fond, devenir un joueur high-end. Donc, projette top 6, si on prend, mettons, Roger McQueen cette année. C'est un joueur qui projette dans un top 6, mais qui a aussi les attributs pour pouvoir finir comme joueur high-end.
OK? Donc, je pense que Lindstrom, dû à l'année qui a manqué, dû à la moitié de la saison qui a manqué l'année passée, puis dû au fait que la moitié de sa production vient à l'intérieur de 2 pieds du net, puis il n'a pas montré grand-chose côté playmaking, il n'a pas montré grand-chose côté vision. Je pense que top 6, c'est presque sûr, mais après ça, plus haut que ça, je serais un petit peu en désaccord. Après ça, on tombe avec Ivan Demidov, puis ça, ben, je suis pas. Lui, on va le mettre à élite, puis c'est sûr. Je viens de faire une vidéo complète sur Ivan Demidov, puis c'est évident pour moi qu'il est en train de se transformer comme joueur. Non seulement il est en train de se transformer comme joueur, mais c'est évident qu'il est en train de devenir un joueur qui va devenir un joueur élite, une superstar dans la Ligue nationale. Tout ce qu'il avait besoin d'améliorer, il l'a amélioré. Dans la MHL l'année passée, une des raisons probablement pourquoi il est tombé au numéro 5, c'est qu'il y a une partie de sa game qui n'était pas très. euh, qui se projetait pas super bien au niveau de la Ligue nationale. Le fait de garder la rondelle sur son bâton pendant une demi-heure puis de passer à travers l'équipe au complet en utilisant tes mains, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup au niveau de la Ligue nationale. Maintenant, Ivan Demidov, il a encore cette capacité-là de le faire, sauf qu'il ne l'utilise pas de la même façon. Il est beaucoup plus en style, il va redistribuer la rondelle rapidement, puis il va utiliser ses mains quand il a besoin d'utiliser ses mains. Donc, il reçoit la rondelle dans le trafic, puis il faut qu'il passe à travers deux joueurs, il a les mains pour le faire. Mais ça ne va pas ça être son choix numéro un. Son choix numéro un, ça va être de redistribuer la rondelle sur le long de la rampe, plonger vers le milieu de la glace, récupérer la rondelle dans le trafic pour une chance hors pair directement devant le goaler. Donc, c'est juste, il a changé sa façon de procéder. Il a toujours le même niveau de IQ, le même niveau de skills, tout est toujours là, sauf qu'il s'est utilisé d'une façon qui se projette beaucoup, beaucoup mieux au niveau de la Ligue nationale. Donc, Ivan Demidov, on le met élite. Donc, on passe au suivant, et le suivant est Tij Iginla. Et Tij Iginla, c'est dur à dire parce que lui aussi, dans le fond, il a une année un peu plus difficile avec la blessure et ainsi de suite, sauf que c'est un joueur qui a énormément de talent. C'est un joueur qui est très combatif, très compétitif, qui a aucune misère à aller chercher ses propres rondelles dans le coin, qui gagne ses batteurs le long de la rampe, qui va aller jouer dans le trafic avec la rondelle. Il a des bonnes mains, il a un excellent tir, c'est un bon passeur, il a une bonne vision, il a un peu de tout, mais il n'y a pas. Je trouve pas qu'il y a un élément qui sort au point qui devient élite. Celebrini, on peut dire son, son tir, à la limite, est pratiqué, on pourrait dire qu'il est élite, mais aussi son hockey sense est élite. Demidov, ses mains, son hockey sense, on pourrait dire qu'ils sont élites, son habilité de passer la rondelle, on pourrait dire qu'ils sont élites. Tejigin, là, il n'y a pas ça. Il n'y a rien qui se rend là, sauf que, à part peut-être sa combativité, je dirais qu'il est high-end. Fait que je pense que c'est un joueur qui est plus comme top 6, comme ça, top 6 plus, avec une chance de devenir un joueur high-end. Donc, un joueur qui va se projeter dans un top 6 vraiment facilement, qui va devenir un joueur productif, mais qui a une chance, s'il réussit à tout mettre ensemble, prendre tous ses attributs, puis mettre ça dans la boîte à outils, comme qu'ils disent, ben qui peut devenir, dans le fond, un joueur high-end éventuellement. Si on passe avec le prochain, Carter Yakemchuk, qui était un de mes joueurs préférés, mais un joueur que j'ai quand même sorti de mon top 10 là, à la fin. Mais c'est un de mes joueurs préférés à regarder l'année passée. Puis encore une fois, je pense que c'en est un autre qui est un joueur comme top 6 plus. Parce que, top 6, top 4 dans son cas, parce que c'est un défenseur. Sauf que c'était pratiquement assuré. Tu regardes Curry Kimchuk, c'est pas un excellent patineur, c'est un patineur correct, mais c'est un gros gars, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui amène une tonne d'offense, qui est capable de faire une belle transition, une belle première passe, qui est capable d'évader la pression sur le forecheck, puis dans le fond, trouver une façon d'envoyer la rondelle en attaque. Fait juste à cause de ça, je pense que c'est automatiquement un joueur. Bon, ben, automatiquement non, mais qui a des bonnes chances d'être dans un top 4. Mais je pense qu'il y a aussi des habilités pour pouvoir devenir plus que ça dans le cas. Un peu comme Tejigin là, il y a des habilités pour pouvoir devenir plus que juste un joueur top 4. C'est pas impossible que Colin Yakemchuk, s'il met tout ça ensemble, puis avec sa physicalité, son tir, ses mains, sa capacité de passer,
de voir les jeux se développer devant lui. Je pense que s'il réussit à tout mettre ensemble, c'est un joueur qui va jouer sur une première paire. Sauf que ça se peut très bien que, dû à son patin, ce soit plus difficile dans la Ligue nationale. Ça se peut très bien que ce qu'il est capable de faire au niveau du junior soit pas capable de le transmettre au niveau de la Ligue nationale. Donc, ça reste à voir. Il n'y a pas une tonne de joueurs qui jouent comme Yakemchuk. C'est un peu dur à évaluer. Sauf que je pense que top 4, pratiquement certain, avec quand même une bonne chance de devenir plus que ça. C'est un joueur que j'adore, mais c'est un joueur qui était quand même risqué. Si on évoque le prochain, c'est Berkeley Catton. Berkeley Catton, à mon avis, c'est un joueur high-end. Il l'était l'année passée, à mon avis. Je pense qu'il l'est encore. Il n'a pas démontré quoi que ce soit qui, qui me dit, ah, il aurait peut-être pas dû être pris dans le top 10. Je pense que Catton, même si c'est pas le plus gros des joueurs, il est comme 5 pieds 10, 5 pieds 11. Il n'est pas très, très pesant. C'est un joueur qui est très compétitif. C'était un des meilleurs passeurs dans tout le draft. C'est un joueur extrêmement complet. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic, même si c'est un joueur qui est plus petit. Il n'est pas nécessairement bon dans le trafic. Il, Quand je pourrais dire, quand il reçoit la rondelle, il peut se faire bardasser assez facilement. Il peut se faire pousser de la rondelle. Tu sais. Souvent, on va voir, mettons, un joueur comme Caulfield qui a la combativité de garder la rondelle, d'essayer de protéger la rondelle en essayant de bouger le long de la rampe, sauf qu'il peut se faire tasser vraiment facilement. C'est un peu la même chose avec Catton, même s'il est un petit peu plus gros. Mais je pense que les habiletés offensives, avec sa combativité ou sa compétitivité, je pense que définitivement, c'est un joueur qui peut finir un style. C'est pas un joueur comme Suzuki, mais un joueur qui produit à la Suzuki, dans le fond. Donc, ou qui se développe de la même façon qu'un Suzuki. Donc, définitivement, on ne peut pas dire que Suzuki, c'est un joueur élite de la Ligue nationale, parce que n'en est pas un. Sauf qu'on peut dire que Suzuki, c'est un joueur high-end de la Ligue nationale. Donc, on pourrait dire que Berkeley Catton a des chances de se développer de la même façon. Je pense qu'il y a même des bonnes chances de se développer de la même façon. Si on évoque le prochain, c'est Zane Perek. Puis Zane Perek, c'est un joueur aussi que je projette comme high-end. C'était pas mon préféré, sauf que de plus en plus, il s'améliore. Même si la défense, c'est toujours pas facile. Euh, Physiquement aussi, c'est toujours pas facile. Il est plus impliqué que l'année passée. L'année passée, il était toujours à une distance de bâton du joueur. Même quand il y avait un cycle dans sa zone, il essayait pas de le bloquer. Il essayait juste d'attraper la rondelle du bout du bâton puis de repartir avec. Là, il est plus impliqué physiquement. Il est plus solide le long des rampes. Il est plus solide pour essayer de bloquer le cycle. Il est capable de sortir les joueurs dans le fond de la box, box out un joueur. Il va pas à coup de cross-check tout, mais il est capable dans le fond, de bloquer leur bâton puis de les pousser avec son corps. Il s'améliore côté défensivement, puis côté offensivement, c'est un gars qui est tellement, tellement intelligent et aussi qu'au niveau des attributs, du skill, c'est off the chart. Dans le fond, il a un excellent tir, c'est un excellent passeur, sa vision est hors pair, puis sa capacité de comprendre les jeux qui se dessinent devant lui, puis de les voir, puis d'être capable d'exécuter le jeu qui se dessine, c'est hors pair. Donc, côté offensif, je m'attends à un joueur qui va mettre 50, 60 points, si c'est pas plus dans la Ligue nationale, puis qui va être capable de défendre. L'année passée, je me souviens, il y avait eu un podcast de La Relève. J'avais posé la question s'ils préféraient Zane Perek à Lane Hudson. Eux autres, ils m'avaient dit qu'ils préféraient Zane Perek assez rapidement. Donc, j'imagine qu'ils étaient quand même très sûrs de leur affaire. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré Lane Hudson, même si j'ai eu plus de misère à projeter Lane Hudson. Mais Perek, je pense que c'est un joueur côté apport offensif qui peut amener le même niveau d'apport offensif ou proche de Lane Hudson. Puis défensivement, personnellement, je préfère Lane Hudson parce qu'il est plus compétitif. J'ai l'impression qu'il est plus intelligent avec son bâton, il est plus intelligent avec son positionnement que Zamperek, mais encore là, il reste beaucoup de temps pour Zamperek à se développer. Mais définitivement, je pense que c'est un joueur qui peut être dans les hautes sphères de la Ligue nationale, là, surtout côté offensif, côté transitionnel, faire des belles passes qui traversent pratiquement les trois lignes, dans le fond. Là. Ouais. Zamperek, c'est ça. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Anton Silaev. Puis Anton Silaev, je pense que c'est un joueur que je vais mettre dans le top 6, top 4, mais sans plus. Dans le fond, avec, avec sa grandeur, avec son bâton, avec sa physicalité, avec son patin, je pense que c'est un joueur qui facilement on peut projeter dans un top 4. Ça va être très facile pour lui d'y arriver là, mais je pense que ça va être très dur pour lui d'être plus que ça. À moins qu'il soit tu prends
Silaïev, puis tu le mets avec un joueur ultra offensif, mais tu sais, le problème, c'est que je pense que même leur meilleur joueur offensif à la défense, Luke Hughes, je pense que c'est un gaucher aussi, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, gaucher, à moins que tu veux en mettre un à droite. Mais dans le meilleur des mondes, si tu avais un joueur droitier très offensif, tu le mets avec, il serait capable vraiment de jouer sur une première paire éventuellement. Mais pour l'instant, je pense que par lui-même, le type de joueur qui est, sa compréhension du jeu, sa prise de décision avec la rondelle ou même des fois avec sans la rondelle, je pense que c'est un joueur qui se projette plus dans un top 4 qu'un joueur qui est top 4 plus. Qui est capable d'en avoir plus que ça. Je pense pas qu'il va devenir un joueur high-end. Je pense pas qu'il y a vraiment une chance de se rendre là non plus. À moins qu'il devienne un joueur genre ultra high-end défensivement. Peut-être que. C'est ça. Dans le fond, si mettons, il devient Jacob Slavin, OK, c'est un joueur élite rendu là, mais je pense pas qu'il y a une tonne de chances qu'il se rende là. Il est pas autant disruptive. Aucune idée comment on le dit en français, mais disruptive. OK? Prochain joueur, Dickinson. Puis Dickinson, c'est un joueur que j'avais très haut dans mon draft. Je pense que je l'avais quatrième parce que j'avais Celebrini suivi de Demidov, Bouillum puis Dickinson. Fait que je sais pas si c'est un joueur élite. T'sais, élite pour moi, c'est faut vraiment que tu sois élite. C'est pas tous les joueurs pour moi qui sont élites. Il y en a pas une tonne, il y en a peu. Donc je pense que Dickinson, c'est un joueur qui a une chance de s'y rendre, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de se rendre, mettons, comme un joueur de haut niveau au niveau de la Ligue nationale. Un joueur de première paire, mais pas nécessairement. Comment je pourrais dire? C'est pas. C'est ça, un joueur high-end, dans le fond. Un joueur de première paire, mais pas nécessairement un premier défenseur. Je pense qu'il y a encore des laps de jugement dans sa tête, des fois avec la rondelle. Surtout avec la rondelle. Sans la rondelle, je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Il est un peu plus incisif dans ses décisions. Sauf que des fois, un coup passé la ligne bleue, ça va bien, mais des fois, c'est moyen. Puis même en relance, des fois, il prend des décisions un peu spéciales parce qu'il va lancer la rondelle en avant du filet pour aucune raison, juste s'en débarrasser. Quand le gars, il fait 6 pieds 3 puis il patine comme le vent, il pourrait juste faire shaky, shaky, puis protège la rondelle, sort de l'autre côté du net, puis envoie une rondelle splittée à la défense, dans le fond, avec une super passe. Sauf que des fois, je sais pas, avec la pression, ça va moins bien une fois de temps en temps, sauf que la majorité du temps, ça va très bien. Donc, c'est un joueur que je vais mettre à high-end, pas à élite, mais on pourrait dire, là, il est sur la ligne. Ok, dans le fond, on va le mettre sur la ligne comme ça. Là, mais bon. Et le prochain, c'est Boehm. C'était mon premier défenseur l'année passée. C'est encore mon premier défenseur. Puis lui, il s'en va à élite. Je pense que l'année passée, il avait déjà prouvé qu'il appartenait à ce tiers-là. Puis je pense que cette année, il est encore de prouver encore plus qu'il appartient au tiers élite de la Ligue nationale. Euh, tu sais, Boehm, c'est un peu un, un Lane Hudson plus gros. Dans le fond, c'est qu'il va avoir plus de capacité défensive. Il manipule les équipes adverses. Ça n'a aucun sens. De la même façon que Lane Hudson le fait, il manipule de la même façon. Sauf que écoute, c'est tellement un bon passeur. C'est pas le meilleur des tireurs. Je trouve pas qu'il y a un bon tir, mais il est capable de trouver les lignes de passe, les lignes de passe, les lignes de tir pour envoyer une rondelle au filet pour une déviation. Mais c'est tellement un bon passeur, c'est tellement un joueur intelligent, c'est un bon patineur, il est ultra agile. Défensivement, il défend bien. Il défendait déjà bien l'année passée. Je ne trouvais pas que c'était un problème, mais s'il y avait du monde qui disait que ça se pourrait qu'il y ait de la misère à défendre au niveau de la Ligue nationale. Je pense que c'était plus basé sur le fait qu'il fait 6 pieds que sur d'autres choses parce qu'il me semble que depuis l'année passée, il prouve qu'il est capable de défendre à un très haut niveau, autant qu'il est capable d'attaquer à un très haut niveau. Donc, pour moi, c'est un joueur élite. Euh, c'est ça. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Jet Luchenko. Puis Jet Luchenko, c'était pas mon choix au numéro 13. Moi, je l'aurais pas pris là. C'est pas un joueur que je vois une tonne d'habilité offensive. Je pense que c'est un joueur qui est quand même. Tu sais, c'est un excellent patineur, c'est un joueur qui travaille fort, c'est un joueur qui a des bonnes habiletés défensives, une bonne compréhension du jeu, mais je pense pas que c'est un driver offensif. Tu sais, je pense il y a pas cette capacité-là de playmaker ou de shooter qui est tu sais, vraiment qui va driver une offense. Mais tu sais, c'est un joueur qui n'aura pas peur dans les coins, c'est un joueur qui va se présenter en avant du filet, c'est un joueur qui est en transition, on va juste burner tout le monde. C'est un peu tu sais, je le vois plus comme un new hook
que je le vois comme, mettons, un Suzuki. Tu sais, Daniel Brière a dit une couple de fois comme quoi il pense qu'ils ont repêché leur Nick Suzuki. Permettez-moi d'en douter. C'est pas impossible, mais pour moi, Luchenko, je le vois beaucoup plus se développer un joueur à la New Hook qu'un joueur à la Suzuki. Fait qu'on va le mettre dans un top 6 parce que je pense que c'est un joueur complémentaire. Sur un top 6, tu lui donnes un excellent playmaker sur ses ailes ou un excellent shooter. Je pense qu'il va être capable de créer de l'offense. Je pense pas que c'est un gars qui va être capable de faire 70 points, des affaires comme ça. Mais tu sais, un joueur, mettons, qui pourrait jouer 50 points, 55 points s'il y a des bons joueurs à côté de lui, puis être ultra. Qui va jouer sur le. Qui va être sur le piqué, puis qui va avoir une très très bonne valeur pour l'équipe, dans le fond. Mais j'ai quand même des doutes. Après ça, Consta Elenius, c'est un joueur qui a monté et qui a descendu toute l'année dans mon ranking l'année passée. Je ne savais pas trop quoi faire avec parce que Consta Elenius, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui est un excellent passeur, qui est, il est solide. Il n'est pas si solide que ça, mais il joue solide. Puis ça paraît qu'il a joué contre des hommes l'année passée. Il joue dans la AHL cette année, puis je pense qu'il est rendu. Il fait comme à peu près 0,5 points par match, une affaire comme ça. Là, dans ce coin-là, on va vérifier. J'ai vérifié tantôt, mais je ne suis plus trop sûr. Je ne sais pas souvent les stats tant que ça. Fait que, ça va, mettons, Elenius, comme ça. Consta Elenius. On va aller voir ce que c'est stats. Ouais, c'est ça. Donc, 24 points en 46 matchs, incluant 8 buts. C'est ça. Il fait 0,5 points par match, ce qui est correct. Tu n'as pas besoin de tout péter pour donner un bon joueur. Je pense que c'est un joueur qui se projette dans un top 6, mais je pense pas que c'est un joueur qui se projette à plus que ça. Je pense que ça pourrait devenir un centre de deuxième trio ou quelque chose comme ça, mais les chances qu'il devienne un joueur high-end, je pense que ça a comme arrêté de devenir ça là, en moitié de saison l'année passée. Parce qu'au début, pas mal tout le monde pensait que c'était un joueur qui allait finir top 10, qui avait des bonnes chances de devenir un excellent top 6. Là, je pense que c'est plus comme un joueur qui va être limité à une deuxième ligne, quelque chose comme ça. Mais quand même un très bon joueur. On va mettre top 6, top 4. Après ça, on a Michael Brandseg Nigard, qui par lui-même n'est pas un joueur avec le talent d'un top 6, mais d'une façon complémentaire, c'est un excellent joueur de top 6. Dans le sens que c'est un joueur qui patine bien, c'est un gros joueur, c'est un joueur qui est violent, c'est un joueur qui est extrêmement bon défensivement, c'est un joueur qui a un excellent tir, c'est un joueur qui va se présenter au filet, c'est un joueur qui va aller dans le trafic, c'est un joueur qui va aller ramasser toutes les rondelles dans le coin, qui va aller toutes les chercher, puis qui va créer dans le fond de l'espace pour les joueurs alentour de lui. Michael Martin-Nigard, il fait à peu près tout, sauf penser le jeu ou créer le jeu pour les autres, dans le fond. Il crée de l'espace avec son corps, avec sa physicalité, avec le fait qu'il va aller chercher les rondelles le long des rampes, puis qu'il peut attirer une coupe de joueurs sur lui, puis faire une passe après ça à quelqu'un qui est libre. Mais c'est pas un joueur créatif, même si dans un top 6, on n'a pas besoin de 6 joueurs créatifs. Donc c'est pour ça que Michael Branson-Nigard, je pense que c'est un joueur top 6 all day long, mais je pense pas que c'est un joueur high-end. Mais c'est un joueur qui va être ultra, qui va avoir une super bonne valeur pour son équipe parce qu'il amène tellement de son côté, sauf que c'est le type de joueur qui, par lui-même, ne pourra pas créer grand-chose. Ça va prendre un joueur qui est un excellent, qui a une bonne vision, qui a une bonne capacité de faire des passes. Juste un bon playmaker à côté de lui, dans le fond. Donc, par lui-même, je ne le vois pas comme un top 6, sauf que accompagné d'un joueur qui a la vision d'un top 6, je pense qu'il va être excellent. Vraiment excellent. Fait que c'est pour ça, dans le fond, je le mets pas à AN, mais je le mets à top 6. Puis après ça, on va mettre Yurichek. Yurichek, je l'aimais quand même un peu l'année passée. Je l'aime moins cette année. Je trouve qu'il fait pas grand-chose de bien. Pas de bien. Je trouve il fait tout bien, mais je trouve qu'il fait rien qui sort du lot. Son patin sort pas du lot, sa défense sort pas du lot, son breakout ou sa première passe sort pas du lot. Un coup qui traverse la ligne bleue, il fait rien qui sort du lot. C'est un joueur vanille. Il est pas très physique. Il n'y a rien qui amène qui est vraiment comme qui pop. Fait que, c'est pas impossible que Check ce soit juste un bottom pair, mais c'est dur de le juger même pas un an plus tard, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il va devenir. Fait qu'étant donné que c'est un joueur de top 16,
que j'aimais quand même bien l'année passée, qui a descendu un peu dans mon estime cette année, mais que je l'aimais bien. Je vais quand même le mettre dans le top 4. Mais tu sais, il est plus ici, là. Il est plus, il penche vers le bottom pair, mais on va quand même donner sa chance, puis on va le laisser dans le top 4. Fait que c'est ça pour ce qui est de l'année 2024. On a 3 élites, 5 high-end, 2 top 6 avec chance de devenir high-end et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 top 4. Top 4, top 6 normal. OK? Fait que là, si on passe à 2025, puis on y va avec le premier, Matthew Schaefer, je pense que c'est garanti. C'est jamais rien de garanti, mais s'il y a un joueur qui est presque garanti d'être un joueur élite dans les nationales, c'est Matthew Schaefer. Je pense que c'est la meilleure façon de voir Matthew Schaefer, c'est un peu comme voir. C'est quoi son nom déjà? J'oublie toujours son nom. Je le mélange avec Consta Elenius, mais c'est pas Elenius. C'est. Le gars à Dallas, là, c'est. OK, écoute. Là, en mémoire, on va aller ici, on va faire Dallas. Dallas Stars. Que ça n'a pas de sens, là. J'adore. Miro Heiskanen. Et voilà. Ouf, pas facile. Je viens juste d'enregistrer en anglais en plus, puis là, j'ai comme le cerveau à moitié en bouillie, puis ça. Fait que, anyways, revenons, revenons sur le droit chemin. Euh, c'est ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup, puis c'est un joueur que je vois qui va devenir un peu comme Miro Heiskanen, parce qu'il a un peu les mêmes attributs, dans le sens que c'est un patineur élite. Peut-être que même Miro Iskanen est un petit peu meilleur comme patineur. Je ne suis pas sûr encore. Là, ça, on va voir si Schaefer va jouer encore cette année, mais s'il joue, c'est une des choses que je vais évaluer. Mais c'est un patineur presque élite ou sinon high-end, presque là. Il y a des bonnes capacités offensives, super bonnes capacités défensives. Un joueur en transition qui est juste excellent, qui peut soit faire la transition par la passe, faire la transition par lui-même en utilisant son patin. C'est un joueur qui est capable de prendre le match par. Si ça ne marche pas, il va juste garder la rondelle puis il va aller tout faire par lui-même. Costa Elenius, c'est ce style de joueur-là. C'est pas le meilleur offensivement, mais il est excellent défensivement, puis il est excellent offensivement aussi. Donc, même si c'est pas le meilleur, c'est pas marqueur, ça reste qu'il n'empêche que c'est un joueur qui est capable d'amener une tonne d'offense en étant un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale. Fait que, je pense que Schaefer, ça s'enligne dans ce côté-là. S'il y avait un tiers là, franchise, là, il s'en irait dans franchise. Mais pour l'instant, ça va être élite. Donc, si on passe au prochain, le prochain, c'est Michael Misa. Et Michael Misa, c'est un peu la même chose. Il s'en va directement dans Elite, même si j'ai quand même un petit peu des doutes des fois, mais n'empêche que c'est un joueur qui est tellement dynamique avec son patin, avec son tir, avec sa façon de se placer pour prendre des tirs au filet. C'est un joueur en transition qui est juste malade. Un coup que tu lui donnes la rondelle, il est juste pas arrêtable. C'est un joueur qui est ultra combatif, compétitif. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va aller faire le travail pour lui, pour aller chercher la rondelle d'un coin ou dans le fond, de garder la rondelle à l'intérieur de la zone sur le cycle. Il peut tout faire ça par lui-même, puis il n'y a aucun problème à le faire par lui-même. Je pense qu'il aime ça. Il est vraiment ultra compétitif. Donc, c'est ça. C'est pas le joueur le plus spectaculaire dans le sens que si on le compare, mettons, à un Demidov, il n'a pas l'air de Demidov sur la glace. C'est pas le même type de joueur. Il a des bonnes mains, il a un bon tir, c'est un bon passeur, mais c'est pas le même type de joueur. Il n'est pas, il a pas le même style offensif, dynamique, mais c'est un joueur qui produit à plus que 2 points par match dans la OHL en ce moment. Euh, comme je dis, il fait tout d'une façon excellente ou high-end. C'est un peu comme je voyais Celebrini l'année passée. Je pense que quand j'avais fait son rating dans ma carte de joueur, j'avais mis un 8 partout ou genre des 8,5 partout, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un peu la même chose. Je pense pas qu'il a la même intelligence de hockey, qui voit les jeux de la même façon que Celebrini. Celebrini est peut-être un petit peu plus manipulateur, un meilleur IQ. Sauf que Misa, en termes de capacité offensive, pense que ça. Je parle comme si je le comparais à Celebrini, mais c'est pas ça le cas en tout. C'était plus pour comparer la carte de grading là, quand on prend ça là, vu du haut. Ça va se ressembler, mais c'est pas le même type de joueur là, pour autant. Et après ça, on a James Higgins. Et James Higgins, on me pensait que ça irait ici, mais non, ça s'en va ici. Je pense pas que c'est un joueur élite. Je pense pas qu'il y ait vraiment
le talent ou je trouve pas qu'il sort assez du lot pour devenir un joueur élite. Dans le sens, tu vas regarder une partie de James Higgins, des fois, après la partie, tu vas dire il devrait avoir 3 ou 4 points, mais il y en a zéro parce qu'il a créé tellement d'avantages, il a créé tellement de jeux, joueur ultra créatif avec la rondelle, un joueur intelligent, un joueur qui travaille fort, qui back-check. Il fait toutes les bonnes affaires, mais des fois, il y a une bonne partie, il a fait aucun point. Des fois, tu vas regarder la partie au complet, il sort de là, il y a un point, il y a 2 points, sauf qu'il a été invisible pratiquement la partie au complet. Donc, je trouve qu'il y a des problèmes de constance. Puis personnellement, plus je le regarde, moins que je l'aime. Même encore, en fin de semaine dernière, j'étais allé au Vermont avec le podcast de Briser la glace et le podcast de Sur la bande. On est allé le voir. Puis même live, c'est la même chose. Tu sais, oui, il y a des bons moments où il donne de l'effort. Il y a des moments où c'est même qui frappait plus que ce que je me souvenais, du moins. Puis, mais tu sais, les deux parties, là, il a pas sorti du lot du tout. Là. Tu sais, tu peux pas avoir regardé les deux parties contre le Vermont et dire ah, il a été excellent, ce gars-là, il mérite d'être dans le top 3 ou même le top 5. Je pense qu'à cause du pedigree qu'il suit, c'est un joueur qui va sortir dans le top 5, mais je te dis, de plus en plus, je pense pas qu'il va sortir dans le top 3. Moi, personnellement, plus que je le regarde, plus qu'il recule dans ma liste. Là, c'est sûr, j'ai mis la liste de la même façon que je l'ai faite il y a un mois pour justement ne pas divulguer mes prochaines listes. Mais je vois mal comment Higgins va rester dans mon top 3 parce qu'à chaque fois que je le vois, il y a toujours. Ça vient avec une petite déception. Soit qu'il a bien joué, mais il n'a pas réussi à produire, ou soit qu'il a produit, mais il a rien fait. C'est pas un mauvais joueur. Ça sonne ultra négatif la façon que je le dis, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est un joueur facilement là, qui se projette dans un top 6 avec sa créativité, puis sa capacité de passeur puis de tireur. Je pense que c'est un joueur qui a des bonnes chances de devenir un joueur de 70 points peut-être. Sauf que ça va en prendre plus, puis je le vois pas avec constance. Je le vois une fois de temps en temps. Donc, c'est ça. C'est à suivre. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Porter Martone. Puis Porter Martone, c'est un joueur qui, selon moi, ben, c'est high-end, mais c'est un joueur qui, selon moi, aussi a une chance de monter ici. Je vais le mettre en high-end pour l'instant. Parce que c'est pas sûr. Il y a quand même des problèmes dans le jeu de Martone. Puis il y a le fait qu'il il est vieux pour le repêchage, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Fait que des fois, ça aide pas une projection. Sauf que c'est un joueur qui est ultra intelligent. Si tu veux que la rondelle elle bouge rapidement ou que. Ben, c'est ça. Si tu veux que ça bouge rapidement, tu la donnes à Martone. Pas nécessairement parce qu'il patine vite avec la rondelle, mais parce qu'il prend des décisions à vitesse éclair. Puis il prend toujours comme. Pas toujours, mais il prend souvent la meilleure décision. Si tu veux faire un jeu en transition, le défenseur, tout ce qu'il a à faire, c'est envoyer ça à Martone, puis Martone va redistribuer la rondelle sur le meilleur jeu possible, pratiquement à chaque fois. Un coup qui passe la ligne bleue dans zone offensive, il peut tout faire. Il peut autant foncer au filet puis marquer avec un rebound, autant qu'il peut faire le distributeur, autant qu'il peut tirer de l'enclave. Il peut juste tout faire. C'est aussi le capitaine. C'est un gars qui a du leadership. Il fait 6 pieds 3. Il est gros, il est fort. Des fois, il est disruptive. Des fois, il ne l'est pas. C'est pas un Matthew Kachuk dans le sens que Matthew Kachuk était juste beaucoup plus disruptive, ou du moins, il l'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'est pas quelqu'un qui est facile à jouer contre pour autant. C'est ça. Fait il y a de tout. Il y a la combativité, la compétitivité. C'est un joueur qui est un excellent playmaker, un excellent tireur, qui peut finir au net, qui peut finir dans le trafic, qui va aller chercher les rondelles le long des rangs, qui va aller d'un coin, qui va se positionner en arrière du filet, qui peut cycle. Il peut tout faire. Fait c'est ça. Puis il peut tout faire d'une façon élite des fois. Mais des fois, c'est juste en haine aussi. Donc, on va voir où est-ce que ça s'en va. Des fois, je portais à le mettre ici. Sauf que là, c'est comme s'il était sur la ligne. Hein, mettons. Mais Porter Martin, c'est un joueur que j'adore. Je l'ai descendu quatrième, puis je le regrette. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Caleb Desnoyers. Et Caleb Desnoyers, c'est un joueur top 6 plus. OK? C'est ça. Je pense pas que c'est un joueur high-end. Je pense pas qu'il a démontré des habilités high-end. Comme d'aucune façon, sauf que c'est un joueur qui s'améliore toujours. Si on regarde Caleb Desnoyers l'année passée, à Caleb Desnoyers en début de saison, c'est pas le même joueur. On regarde Caleb Desnoyers en début de saison à Caleb Desnoyers aujourd'hui, c'est toujours pas le même joueur. Il s'améliore constamment.
C'est un joueur qui a un bon gabarit, qui est fort, qui est capable de gagner ses batailles. C'est un joueur qui est un excellent, qui est en train de devenir un excellent playmaker, qui est aussi capable de faire des buts avec un bon tir. Je pense pas qu'il a le meilleur des tirs, mais son tir s'est amélioré. Pas le joueur qui a le meilleur pace ou le meilleur patin, mais c'est un joueur qui améliore son patin puis qui améliore son pace aussi. Tu sais, si on prend Nick Suzuki dans le temps quand il était dans le junior, c'était pas un joueur nécessairement qui était explosif. Euh, mais c'est un ou qui jouait avec beaucoup de pace, c'est un gars qui justement qui ralentissait le jeu. Ben, quand je vais dire, il a amélioré son pace par après. Le Canadien lui a demandé d'améliorer son pace quand il joue dans une offensive puis de prendre des décisions plus rapidement. Mais c'est un peu la même chose avec Caleb Desnoyers, dans le sens que il n'a pas nécessairement besoin de jouer rapidement avec ses pieds, mais c'est un gars qui pense rapidement. C'est aussi un manipulateur. C'est pas un crystal, là, on s'entend. Sauf que c'est un gars qui va regarder le net puis qui va envoyer la rondelle complètement à droite à un joueur ouvert. Il n'est pas facile à discerner quand tu es un défenseur. Puis en plus, il est fort, il peut couper vers le net à tout moment. Il y a de tout. Il joue très bien défensivement. Il projette comme un genre de two-way qui est capable de scorer, qui est capable de créer des jeux, qui est capable de tout faire. Fait que, je pense que c'est assurément un joueur qui s'en va dans un top 6. Mais je pense à cause de à quel point il est complet dans son jeu, il y a des chances de pouvoir justement sortir du top 6 et devenir un joueur comme high-end. Est-ce que je suis comme, je pense que c'est Snake qui l'a très, très haut, qui, je pense, en tout cas, un des podcasts que j'avais écouté, il a dit si on sort du repêchage, si le Canadien sort du repêchage avec Caleb Desnoyers, on a notre futur centre, notre futur premier centre. Est-ce que je pense que Caleb Desnoyers est un meilleur joueur ou projette comme un meilleur joueur que Nick Suzuki? Non. Mais est-ce que la marche est si haute que ça? Je dirais non non plus, mais tu sais, ça reste à voir. Suzuki, c'est quand même tout un joueur. Là. Donc, on va voir. OK? Mais top 6, assurément, chance de monter à IN si, comme tout, s'il frappe sur tout, dans le fond. On passe au prochain et c'est Roger McQueen. Puis Roger McQueen, comme j'ai dit, j'ai utilisé en exemple tantôt, c'est un joueur qui est top 6 high-end, dans le sens que il a tous les attributs pour être un joueur high-end, sauf que là, on ne l'a pas vu de la saison, à quel point ça ne va pas l'aider. Puis aussi, c'est un joueur qui est quand même très vieux dans le repêchage. Donc, il a toutes les habiletés pour être un joueur de top 6. C'est pratiquement sûr qu'il va être un joueur de top 6. Sauf qu'il y a aussi les habiletés, puis plus la physicalité, la grosseur, la grandeur d'un joueur qui pourrait finir comme un joueur qui joue un centre de première ligne ou sur l'aile à la première ligne, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est un joueur qui, je pense, peut dépasser juste le top 6. Parce qu'il y a tellement pour travailler avec. C'est pas le meilleur des patineurs, mais c'est un patineur correct pour un 6 pieds 5. C'est un joueur qui est agressif quand il veut être agressif. Il a un excellent tir. Il est capable de faire des belles passes. Il a des excellentes mains. Il y a de tout, dans le fond. C'est pas juste. Si on compare, mettons, avec Lindstrom l'année passée, qui était 6 pieds 4, tout le kit, je pense que Lindstrom est un meilleur power forward, est aussi plus rapide que McQueen, mais je pense que McQueen, tout le reste, c'est comme. C'est mieux. C'est plus complet, dans le fond, en termes de joueur. Il est capable de tout faire sur la patinoire, tandis que Lindstrom, c'est un joueur plus un peu plus unidimensionnel que McQueen, à mon avis. Après ça, si on y va avec Carbonneau, qui était mon prochain. Carbonneau, je vais le mettre à top 6 ici, même si je l'aime beaucoup. Puis je suis toujours la personne qui est la plus haute sur Carbonneau à chaque fois que je vérifie toutes les listes. N'empêche que je pense pas que c'est un joueur qui a une tonne de chances de devenir high-end. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitudes juniors dans son jeu. Mais il fait tout très bien. Il a des excellentes mains, il a un excellent tir, il patine bien, il est pesant sur la rondelle. Mais encore une fois, c'est un joueur plus vieux qui a une année de plus. Puis à cause de ses habitudes, ses décisions avec la rondelle, ou des fois sa capacité, pas sa capacité, mais la façon qu'il veut jouer au héros, ça me porte à penser que il y a plus comme un potentiel top 6 qu'un potentiel comme high-end ou élite ou quelque chose comme ça. Même s'il est bourré de talent, puis si on faisait juste regarder une carte, dans le fond, de grading de ses skills, on ferait comme wow, pourquoi ce gars-là il est dans genre 25 dans plein de listes ou des affaires comme ça. Ben, c'est à cause du style du jeu puis les prises de décision qu'il prend avec la rondelle des fois. Parce que sinon, en termes de talent individuel, c'est c'est très élevé à mon avis.
Après ça, on a Eklund. Ouais, c'est ça, c'est Eklund, ça. Eklund, même chose. Dans le fond, je les ai un après l'autre. Ils sont même interchangeables, là, je dirais. Un qui est 7, un qui est 8 ou une affaire la même. Puis c'est deux joueurs complètement différents. Par contre, à mon avis, Eklund, c'est un joueur qui est beaucoup plus compétitif, qui est plus petit, il est moins pesant, il est moins fort, sauf qu'il est beaucoup plus compétitif. C'est un joueur qui va tout faire sur la patinoire. Autant le travail d'aller chercher les rondelles sur un dump, autant qu'il est capable de créer des jeux à partir du périmètre, autant qu'il peut aller finir au filet. Il est ultra combatif pour sa grandeur. C'est pas le plus gros là, à 5 pieds 11, mais il est quand même ultra compétitif. Mais il a aussi des bons skills. Il patine ultra. J'arrête pas de dire ultra. Il patine super bien. Euh, il y a de tout. C'est vraiment là, tu prends l'ensemble de Eklund, puis c'est un joueur facilement top 6. C'est un joueur qui a même. Quoi? Je pense qu'il y a un peu trop d'habileté pour le mettre à juste top 6. Je pense qu'il y a des chances que Eklund devienne un joueur high-end parce que tu prends la combinaison de toutes ses skills, de son intelligence sur la glace et de sa compétitivité. S'il réussit à tout mettre ça ensemble au niveau de la Ligue nationale, c'est un joueur qui peut finir, mettons, sur une première ligne éventuellement. Il n'y a rien de garanti, là, surtout quand je les mets top 6, top 4. C'est des joueurs qui, généralement, vont projeter plus à un top 6 normal qu'une première ligne, mais ils ont quelque chose d'additionnel pour qui, dans le fond, qui pourrait faire, qui pourrait pousser jusqu'à une première ligne. Donc, je pense qu'avec Lund, c'est un peu ça. Après ça, on a Lyndon Lakovic. Puis Lakovic, un peu la même chose. C'est un joueur qui, à chaque fois que je le regarde, je suis toujours impressionné. Il n'y a pas nécessairement la meilleure des productions. C'est correct. Il y a une bonne production, mais il n'y a pas la meilleure des productions. Il n'est pas en train d'exploser comme O'Brien, des enfants comme ça, ou Misa, ou whatever. Mais c'est un joueur qui, à chaque fois que tu regardes, il sort du low first. C'est un joueur de 6 pieds 4, un joueur qui patine super bien. Il a d'excellentes mains. Des fois, il joue un peu trop sur le périmètre, mais des fois, il commence à couper un peu plus au milieu. Il commence à être un peu plus physique. Ben, il commence, ça fait quand même 2 mois, mettons. Là. Euh, mais overall, c'est juste tu regardes une partie, si la Kovic est dedans, il y a des bonnes chances que ce soit le joueur qui sort de tous les joueurs sur la glace. Généralement, là, quand tu vois un gars de 6 pieds 4 qui fly comme ça sur l'aile, puis qui a des mains comme ça, puis qui est capable de l'amener au filet, qui est capable de faire des jeux du périmètre, autant qu'il est capable d'arrêter d'amener la rondelle au milieu de la glace, euh, c'est ça. Pour moi, c'est un joueur je vais le mettre ici, mais ça, c'est juste parce que c'est mon amour personnel pour lui. Je pense probablement qu'il projette plus comme un top 6 régulier, sauf que moi, je l'aime tellement. Je trouve tellement qu'il est impressionnant à chaque fois que je le regarde que je vais le mettre dans top 6 plus parce que je pense qu'il y a des chances que ce gars-là finisse plus que juste un joueur de deuxième ligne complémentaire. Je pense qu'il peut devenir plus que ça, dans le fond, pour regarder ça simple. Après ça, on a Carter Bear. Puis Carter Bear, je vais le mettre à top 6, top 4 normal. Autant que c'est un joueur qui sort avec sa compétitivité et son agression, dans le fond, sur la rondelle, à quel point que il veut tout manger pour avoir la rondelle, puis qu'il est combatif, puis il va tout faire pour sortir avec la rondelle quand il s'en va sur le long de la bande, quand il s'en va la chercher dans un coin. Généralement, c'est lui qui va sortir. Peu importe la grosseur de l'autre joueur, peu importe c'est qui, ça n'a pas vraiment une tonne d'importance. Généralement, Bear va sortir avec et va faire un jeu avec. Fait que juste à cause de ça, c'est un joueur qui projette top 6. Mais c'est pas le plus gros des joueurs. C'est pas le joueur aussi qui a le plus d'attributs ou de soft skills. Dans le fond, il y a des bonnes mains, sans plus. Il y a un bon tir, sans plus. C'est un, c'est un bon playmaker, mais sans plus. C'est pas. À mon avis, si j'ai de la misère à le mettre à la même place que Lakovic, même s'ils ont juste une place de différence dans mon ranking, c'est juste parce que Lakovic, il sort, mais pas juste à cause de combativité, il sort à cause de ses skills puis à cause du package overall de Lakovic. Bear, il sort à cause de sa combativité et sa compétitivité. Il sort pas nécessairement à cause de ses skills. C'est un joueur qui, généralement, tu mets ça sur un top 6, un joueur complémentaire excellent. Est-ce que c'est lui qui va créer tous les jeux, toute l'équipe? Non, je ne penserais pas. Mais c'est un joueur complémentaire excellent. Comme je parlais tantôt, Michael Branson-Nigard, il amène tellement que c'est un joueur, tu le mets sur un top 6 puis il va vraiment, vraiment être bon. Je pense la même chose pour Bear, dans le même style.
Mais je pense pas que c'est un joueur qui, par lui-même, est un joueur de top 6. Je pense pas que le niveau de créativité, puis le niveau de son tir, puis ses mains, puis ses capacités d'amener la rondelle au milieu, ça laisse à, ça laisse à débattre. Mais tu sais, top 6, assurément, high-end, je ne penserais pas. Fait qu'on va le laisser comme ça. Après ça, on a Smith. Puis Smith, c'est une bonne question. Jackson Smith, c'est un joueur, on va le mettre high-end? Ouais. Ouais, je pense que ouais. Ou comme ça? Ouais, je pense que c'est plus comme ça. Dans le fond, Jackson Smith, c'est un joueur. Le package est excellent. C'est un joueur de 6 pieds 3. Il patine extrêmement bien. Il n'est pas juste rapide et explosif, il est aussi agile. Euh, il défend bien. Il est très bon un coup qui passe à la ligne bleue avec la rondelle pour trouver les lignes de passe, les lignes de tir, même s'il n'y a pas nécessairement un gros lancer frappé là, ou un gros lancer tout simplement. Sauf que offensivement, il amène beaucoup. Défensivement, il amène beaucoup. Mais il y a quand même ses crampes au cerveau dans les deux sens de la patinoire. Même en transition aussi, des fois, il y a ses crampes au cerveau. Fait qu'à cause de ça, je pense que c'est un joueur qui projette top 4 plus qu'un joueur, mettons, de première paire. Sauf que il y a le talent, il y a les attributs, il y a la grandeur, tout pour devenir un joueur de première paire si tout dans le fond, s'il réussit à prendre tous ses attributs, mettre ça dans son coffre à outils puis de fermer ça, c'est un joueur qui a la capacité, qui a le potentiel de devenir un défenseur de première paire. Sauf que je pense pas que c'est likely, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il va être un top 4 qu'un joueur de première paire. Mais un excellent joueur. Un joueur qui est vraiment le fun à regarder aussi. Après ça, on a O'Brien. Puis O'Brien, je vais le mettre à la même place. Top 4, top 6, dans le fond, dans son cas, top 6 plus. Parce que je pense qu'il projette dans un top 6, mais c'est probablement le meilleur passeur ou un des meilleurs passeurs dans tout le draft. Euh, je viens de faire une vidéo complète sur lui, un scouting report sur O'Brien. Fait que si vous voulez voir un peu ce que je veux dire par à quel point c'est un bon passeur, ben, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais c'est juste. Il est juste vraiment, vraiment bon. Il a des bonnes mains, il a un bon tir, il patine bien. C'est pas un excellent patineur, mais il patine bien. Euh, il travaille fort. C'est pas un joueur qui a une tonne de pace, là, un peu comme Desnoyers. C'est pas un joueur qui a une tonne de pace. Je pense que c'est un meilleur patineur que Desnoyers, par contre. Là, il a l'air moins pesant sur ses pieds. Puis, c'est un joueur qui intentionnellement va ralentir le jeu quand il arrive dans la zone offensive pour pouvoir placer ses pions puis créer ses jeux. Mais je pense pas qu'il y a un joueur dans le draft qui est capable de passer la rondelle comme O'Brien peut le faire. Est-ce que c'est le gars qui a la meilleure vision? Est-ce que c'est le gars qui a la meilleure créativité? Peut-être pas. Je pense que Martin, Higgins peuvent compétitionner avec lui de ce côté-là, mais je pense qu'en termes de passeur, précision de passeur à travers des bâtons puis à travers le trafic, je pense que c'est numéro un. Puis c'est aussi dans le sens que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire puis quand il va le faire. Parce que même si tu penses qu'il va faire une passe, ça se peut très bien qu'il fasse une passe parce que majoritairement, ça va être une passe. Ça sera pas ce que tu penses que ça va être, ça sera pas quand tu penses que ça va être. Il est toujours un peu off-beat, là, puis c'est une des choses que je dis dans mon vidéo, c'est exactement ça, c'est que il y a toujours un petit délai dans sa passe ou dans sa manipulation de rondelle pour comme juste être capable d'envoyer la rondelle quand le bâton il sort de la ligne de passe. Il y a une façon spéciale de passer la rondelle. Pourquoi que je dis que c'est un des meilleurs passeurs dans le draft? Mais c'est aussi, comme je dis, c'est un joueur qui va travailler fort. C'est un bon tireur. Je pense que de tous les joueurs qui ont 20 buts et plus, c'est le joueur qui a le plus haut taux de réussite en termes de tireur, dans le fond. Il est complet, il est excellent, c'est un excellent passeur, il est top 6, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes chances de devenir high-end, même que des fois j'hésite de le mettre ici, mais mettons, on pourrait le mettre ici, sur la ligne lui aussi, ok, parce qu'il est juste vraiment trop bon. Après ça, on a Frondell, puis Frondell, je pense que c'est un joueur, on va le mettre à top 6 ici, puis c'est parce que j'ai un peu de misère à voir qu'est-ce qu'il va faire de lui un joueur top 6. Oui, on s'entend, le Frondell, c'est un joueur qui est très bon, qui a un excellent tir. C'est un joueur qui est pas un mauvais patin. C'est un joueur qui est pesant, qui est capable de gagner des batailles le long de la rampe, mais il n'en gagne pas nécessairement une tonne. Sauf qu'il joue contre quand même
il y a quand même beaucoup d'hommes là, dans la Vatican. C'est une ligue professionnelle. C'est peut-être même c'est la deuxième division, ça reste une ligue professionnelle pareil. Mais j'ai de la misère à voir comme tous ces outils, mettre ça dans sa boîte d'outils, puis devenir un joueur comme plus qu'un joueur de deuxième ligne. Ouais. Il fait des bonnes petites passes, il est capable d'avancer le jeu dans la zone offensive, mais c'est pas. Je le vois pas comme quelqu'un qui est capable de créer des jeux de toutes pièces par lui-même. Je le vois pas comme un joueur qui est vraiment nécessairement bon sur la contre-attaque ou qui crée une tonne d'avantages pour lui ou pour ses coéquipiers. C'est un peu vanille son jeu, sauf qu'il est capable de tirer puis de détruire le goaler avec son tir. Fait que, tu sais, il y a des bonnes mains, il y a une bonne compétitivité. Je pense que ça va être un bon joueur aussi défensivement. Tu sais, il y a un peu de tout, mais quand tu le regardes, il n'y a rien en dehors de son tir qui sort vraiment du lot. Fait que je pense que c'est plus un joueur. Je pense que c'est plus un joueur de top 6. Et le prochain joueur, c'est Braden Coots. Et Braden Coots. Top 6. OK, on va le mettre à top 6. Mais tu sais, Braden Coots, c'est un joueur qui, selon moi, se retrouve ici. C'est sur la ligne entre middle 6 et top 6. Je l'aime, mais de la façon que je le décris souvent, puis je pense qu'il faut prendre ce que je dis avec un grain de sel. J'ai pas vu une tonne de parties dernièrement. Puis même overall, j'ai pas vu une tonne de parties de Braden Coots. Je pense que j'ai vu 4 parties au total. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il faut, comme je dis, il faut prendre avec une pincée de sel ce que je dis. Mais c'est un joueur, selon moi, c'est un joueur de flash, mais pas un joueur. Quand je dis un joueur de flash, je ne veux pas dire un joueur flashy, je veux dire un joueur qui démontre des flashs, qui est capable éventuellement de jouer dans un top 6. Ça me fait penser. C'est l'année passée? Non, c'est l'année d'avant, je pense. Grayson Sachin. Grayson Sachin, c'est un joueur que j'adorais. C'est un joueur que je trouvais qu'il avait d'excellentes mains. Non, excellente, pas juste bonne, vraiment excellente main. Je trouvais qu'il travaillait fort, qu'il trouvait des bonnes façons de créer des avantages pour ses coéquipiers, même s'il ne jouait pas beaucoup. Juste un excellent overall. Quand je pense que c'est Edmonton qui l'a pris quelque part, là, en deuxième ou troisième, je ne suis plus trop sûr où ils l'ont pris. Puis je pense que Braden Coots, c'est un peu ça dans le fond. Dans le sens que c'est un joueur qui démontre des flashs, que peut-être qu'il y a une chance qu'il va se rendre là, mais la majorité des chances retrouvent qu'il va être ici. Ouais. Fait que c'est un peu le je le vois à Braden Coots. Mais en même temps, comme je dis, j'ai pas vu une tonne de parties. Mais je pense que ça va finir. Quand je vais avoir mon ranking à la fin de la saison, puis on va voir si je vais en écouter beaucoup plus d'ici ce temps-là, il a l'air de s'enligner dans le Grayson Sachin pattern. Fait que, on va voir. On va voir. Mais pour l'instant, c'est un joueur, selon moi, qui peut projeter comme un top 6. Je pense qu'il y a les attributs pour jouer dans un top 6. Il y a presque tous les attributs, sauf que ça vient par flash. C'est pas quelque chose qui est constant, à mon avis. Après ça, le prochain, c'est Ryabkin. Puis Ryabkin, il s'en va à Middle Six là, parce que même si ça l'a été un peu mieux là, dernièrement, c'est parti en USHL. Écoute, j'ai de la misère. Puis, tu sais, c'est plat parce que c'est un joueur qui vient avec une tonne de pedigree. L'année passée, il y avait eu une saison vraiment là, fracassante. Sauf que là, tu sais, le début de saison, c'est sûr, MHL, ça n'a pas bien été. Après ça, VHL, ça n'a pas bien été, même que c'était pourri. Après ça, USHL, comme 4-5 premières games, c'était vraiment ordinaire, même s'il a mis des points, mais c'était vraiment ordinaire. J'ai vu comme 2 games que ça allait bien, mais tu sais, 2 games, est-ce que c'est assez pour effacer tout ce que j'ai vu depuis le début de la saison qui allait pas bien pantoute, même au niveau de la MHL? Je pense pas. Mais c'est ça. Il va falloir voir un peu où est-ce qu'il s'en va, comment que ça se développe. Je vais regarder plusieurs parties d'ici la fin de la saison pour voir un peu comment il va dans sa progression. Mais pour l'instant, là, il a comme pas progressé, il a même comme dégraissé, je sais pas, depuis le début de la saison, là, je sais pas. Je l'aime plus pantoute. Fait que c'est ça. Pour Ivan Ryabkin, je vais le laisser dans Middle Six. Et on verra. C'est un joueur qui peut-être je prendrais un flyer dessus dans la deuxième ronde, mais je pense pas que c'est un joueur que je prendrais dans la première ronde actuellement. Et le dernier, et non le moindre, ça va être Radim Murka. Puis Radim Murka, je pense que c'est un top 4. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent de plus en plus dernièrement, surtout parce que il est transféré ici dans la CHL, puis tout à coup, il met un point par match, puis il est 6 pieds 6, puis il patine bien. Mais je pense qu'il faut prendre ça quand même avec un grain de sel, là. Son offense en tant que telle, moi, je ne suis pas nécessairement convaincu. Même son patin, il y a du monde qui dit que c'est un joueur, un patineur élite.
Personnellement, je vois pas ça. Je pense qu'il patine très bien de l'avant. Je pense qu'il patine bien de l'arrière aussi. Je pense pas que c'est le joueur le plus agile, sauf qu'en même temps, des joueurs de 6 pieds 6 agiles, il y en a vraiment pas une tonne. Tu sais, à part Silaev l'année passée, j'essaie d'y penser, j'en vois pas une tonne, là, des joueurs de cette grandeur-là qui sont agiles ou qui sont coordonnés. Donc, c'est ça, je donne une passe, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense que dû à son bâton, son intelligence hockey, son patin arrière, sa grandeur, c'est un joueur qui va être très, très bon défensivement, puis qui va aussi avoir la capacité, en utilisant son corps, dans le fond, là, tu sais, pour protéger la rondelle, puis peut-être deux, trois petites stepettes pour pouvoir évader la pression sur le forecheck, qui va être capable de faire les bonnes premières passes, puis de relancer l'attaque dans, vers la zone offensive, hein. Sauf que je pense pas que c'est. Je pense pas que c'est un joueur qui va aller traverser la ligne bleue. Tu sais, oui, des fois, il va se ramasser comme le trailer ou le quatrième attaquant, mais je pense pas que c'est un joueur qui va créer une tonne d'avantages et une tonne de jeu à partir de la ligne bleue avec la rondelle. C'est pas un joueur de power play, c'est pas un joueur si créatif que ça ou qui trouve toutes les lignes de passe ou les lignes de tir. Fait que faut en prendre puis en laisser. Dans son cas, la production, je pense qu'elle est un petit peu trompeuse, mais ça n'empêche qu'il y a tous les attributs possibles pour pouvoir devenir un joueur top 4, à mon avis. Quand on prend le patin, la grandeur, le bâton, l'intelligence hockey, la défensive, la capacité de faire une première passe puis ou d'amener la rondelle lui-même en attaque. Je pense que c'est assez pour faire de lui un joueur top 4, mais je pense pas qu'il a la capacité de devenir un joueur high-end. Je serais vraiment surpris, mais ça reste à voir. Puis c'est pas mal ça. Après ça, il y a Cameron Schmidt, mais Cameron Schmidt, je ne le mettrai pas parce que c'est le 17e joueur. C'est le joueur que j'ai sorti pour pouvoir rajouter Radim Murtka. Donc, c'est pas mal ça. Donc là, quand on check ça, je l'ai déjà mis ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en 2024, 3 joueurs élites. En 2025, 2 joueurs élites. Donc, tu sais, on avait Celebrini, Demidov, Bouillum. De l'autre côté, on avait Schaefer, Misa. Après ça, c'est une question de savoir, vous, est-ce que vous pensez, mettons, que Martin, c'est un joueur élite? Est-ce que vous pensez que Hagen, c'est un joueur élite? C'est toute une question d'opinion à partir de là. Mais il y a aussi, si on prend les joueurs high-end, 5 en 2024, 2 en 2025. Donc, tu sais, on avait Lev Shunov, Seneca, Catton, Perek, Dickinson. Là, on aurait Hagens puis Martin. Est-ce qu'il y a des joueurs ici qu'on devrait mettre dans high-end automatique? Peut-être que Smith, O'Brien, je te dirais, tous les joueurs, là, Desnoyers, McQueen, Smith, O'Brien, c'est tous des joueurs qui peut-être méritent leur place dans le high-end, mais que je ne suis pas assez convaincu pour les mettre là. Donc, pour l'instant, je pense que ça fait du sens comme ça. Après ça, on avait top 6 plus, dans le fond, là, un peu d'incertitude de ce côté-là. Il y en a plus du côté 2025. On a 6 joueurs dans le top 6 plus. Donc, Desnoyers, McQueen, Eklund, Lakovic, Smith, O'Brien. Donc, tous des joueurs qui projettent dans un top 6 ou un top 4, mais qui ont aussi une chance de devenir plus. Tandis que du côté de 2024, on avait juste 2. On a Iginla puis Yakemchuk. Mais après ça, peut-être qu'il y a du monde qui pense que Lindstrom devrait être ici ou que Silaev devrait être ici. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question d'opinion. Puis après ça, top 6, admettons qu'on oublie le seul middle 6 qui est ici. Là, top 6, ben, c'est 5-5. Donc, quand même égal ici, sauf que le top ici, là, c'est mieux. Surtout, c'est le high-end, le élite, qui est plus assuré de devenir des joueurs de haut niveau au niveau de la Ligue nationale, ben, c'est 8 contre 4, en fond, là, pour faire ça simple. Fait que je pense que le top du repêchage 2024 était meilleur. Le top 10 du repêchage 2024 était meilleur. Sauf que là, si on vient ici, on vérifie qu'est-ce qui s'est passé après le top 16. Dans le fond, le dernier joueur qui a été choisi, c'était Yurichek. Mais là, il y a quand même des joueurs après ça qui ont été choisis qu'on projetait déjà comme des joueurs futurs top 6. T'sais. Oui, OK, Tarek Parasak, il a tout pété et tout le kit, mais c'est pas un joueur nécessairement que je projetais comme top 6 sûr ou top 6 plus. Mais si on prend Sacha Boisvert, un gros centre qui est combatif, compétitif, qui a un gros tir, qui se place bien, qui va bien aussi dans la NCAA. On prend des joueurs comme Trevor Connolly que moi j'adorais. Je ne l'avais pas top 3, sauf que c'est un joueur qui, selon moi, il avait sa place dans un top 10 parce qu'en termes de talent, si on prend son patin, sa vision, son tir, sa compétitivité, encore une fois, c'est un joueur qui était complet offensivement.
Des blessures, ça va moins bien aussi. Donc, on ne sait pas, mais n'empêche, c'est un joueur qui projette dans un top 6 assez facilement. Après ça, il y a des questions. Cole Iserman, est-ce qu'on le voit dans un top 6? Il y a plusieurs personnes qui ne le voient pas dans un top 6 ou qui ne le voient pas nulle part, j'imagine. Je ne sais pas, il faudrait demander à Simon. Mais sinon, mais sinon, Cole Iserman, moi, personnellement, je pense que c'est un joueur. Ça ne sera jamais un joueur de grande valeur dans le sens qu'il va venir t'aider énormément dans ton équipe. Mais tu sais, c'est un joueur que tu peux placer dans un top 6 si tu as un bon playmaker, puis tu as un joueur qui est bon défensivement par-dessus ça. Il vient compléter ça à merveille parce qu'il est capable. Tu mets la rondelle sur son bâton, il est capable de la rentrer. C'est quand même un attribut qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un excellent tireur, qu'il soit de loin, qu'il soit de middle range, qu'il soit de proche. C'est un joueur compétitif, même s'il ne fait pas nécessairement grand-chose avec la rondelle ou qu'il ne fait pas grand-chose avec sa physicalité. Ça reste un joueur compétitif. Donc, c'est pas un joueur qui va nuire à ton équipe, mais est-ce qu'il va être un net positive? Ça reste à voir. Mais tu sais, n'empêche que je ne suis pas mal sûr qu'il va marquer les buts. Après ça, tu avais des joueurs comme Michael Hage qui ont une tonne de talent. C'est des joueurs rapides, des joueurs qui est un dual threat, dans le fond, qui est capable de passer autant qu'il est capable de tirer. C'est tous des joueurs qui se projetaient déjà comme des bonnes chances de devenir top 6. Mais après ça, tu as des Igor Chernyshov, tu as Stian Solberg que j'aimais beaucoup. C'est un joueur, dans le fond, à la Goulet, si on veut. Là, c'est un joueur qui est violent, du moins dans son année de repêchage. C'est un joueur qui patine excessivement bien. C'est un côté défensif, ça va très bien. Côté relance, ça va très bien. Côté offense, ben, on savait que c'est un joueur limité, mais c'est un joueur qui va jouer dans un top 4 fort probablement. Après ça, tu as Liam Greentree qui était déjà un capitaine l'année passée, qui avait du leadership, qui avait une tonne de production. Il y avait comme 90 points, une affaire comme ça. Donc, tu sais, il y avait déjà beaucoup de joueurs. Passer le top 16, tu avais déjà beaucoup de choix de joueurs qu'on aurait pu mettre dans la liste là, comme top 6 ici, admettons. Admettons, Trevor Connolly, tu ne veux pas le mettre en high-end. Moi, personnellement, je l'aurais mis à top 6 high-end. Mais mettons, tu veux dire il y a une chance d'être top 6. Je pense que c'est fair de dire que Connolly pourrait être un top 6. Même chose pour Hage, même chose pour Sacha Boisvert. Même peut-être Sacha Boisvert, on pourrait le mettre ici. Tu sais, juste overall, passer le top 16, il y avait encore beaucoup de choix. On va voir cette année, puis c'est sûr, le repêchage n'est pas fait, mais mettons qu'on garde l'ordre dans lequel j'ai mis les joueurs, qui selon moi, bien évidemment, c'est les 16 meilleurs joueurs. Mais tu sais, il ne reste pas une tonne de choix après ça. Là. Surtout si tu enlèves Ryabkin là-dedans. Là. Tu as Cameron Reed. Cameron Reed qui est un excellent défenseur. Mais tu as aussi Henry Brustevich qui, selon moi, pourrait être placé dans un top 4 éventuellement. Mais tu as beaucoup de joueurs qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Jacob Wozniak, il a le talent, mais il a pas. C'est pas un joueur bien compétitif, c'est pas un joueur qui est très constant non plus, donc ça reste à voir. Mais qui tu pourrais dire qui est un top 6 sure shot ou qu'on pourrait plugger dans le fond, qu'on pourrait prendre puis mettre, mettons, ici ou ici. Qui là dans cette liste-là qu'on pourrait mettre là? C'est peut-être Bill Zonon dans le top 6, mais c'est dur à dire. Brady Martin, peut-être dans le top 6. Mais il y a une tonne de petits joueurs, des Cole Reshney, Colin Potter, Cameron Schmidt. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Là. J'adore Cameron Schmidt, j'adore le regarder. Est-ce que je voudrais que le Canadien le sélectionne? Pas du tout. Probablement, c'est ça ma réponse, je ne sais pas. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que finalement, je pense que dans le top du repêchage, le top 16 était meilleur en 2024 comparativement en 2025. Mais je pense qu'il suit après, c'est la même chose. Même si on vient, mettons, avant ça, il y a des années, il y avait, mettons, comme Andrew Crystal en deuxième ronde. Je veux dire, moi, j'aurais eu Andrew Crystal pour le Canadien en deuxième ronde, j'aurais été excité comme jamais, mais il n'y a aucun des autres joueurs en dehors de mon top 16 que tu me dis on le prend en deuxième ronde puis que je vais être excité. Il y a des joueurs, je vais être content. Là, mettons Milton Gastrin, on le prend en deuxième ronde, je vais être super content. Mais est-ce que je vais être excité? Non. Même chose pour Cation Aitchison. J'adore sa physicalité et sa violence. Mais est-ce que je vais sauter au plafond? Non. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas de joueurs excitants en dehors dans le fond, de la première moitié de la première ronde. C'est ça?
c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du podcast aujourd'hui, hein. J'ai rien d'autre à dire. Vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires ce que vous pensez, vous. Si est-ce que vous pensez first que mes rankings ici, ils font du sens ou ils font pas de sens du tout? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui devraient être plus haut, qui devraient être plus bas? Est-ce que j'ai overvalue des joueurs? Est-ce que j'ai undervalue des joueurs? À vous de me le dire. Puis en même temps, de peut-être juste me laisser savoir si vous pensez que 2024 est meilleur que 2025, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. Du moins, dans les quelques personnes à qui j'en ai parlé, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup 2025. Puis moi, personnellement, tu sais, tout ça, c'est mon opinion à moi. Tu sais, ça ne veut pas dire que en bout de ligne, j'aurais pas tort. Là. Ça se peut très bien que j'aille tort, là, puis qu'il y ait plein de joueurs élites et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que non. Aussi, peut-être me laisser savoir si c'est un style de vidéo que vous aimez. Je sais que mes podcasts sont souvent c'est très relax, très laid back, très peu structuré. C'est juste une conversation, dans le fond, que je veux avoir avec vous. C'est le fun quand vous me répondez aussi. Euh, mais tu sais, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou vous aimez quelque chose qui est plus structuré? C'est sûr, s'il faut de la structure, je vais pouvoir en faire moins souvent parce que j'ai déjà les vidéos qu'il faut que je fasse. Mais si vous aimez ça, ce style-là, tu sais, c'est plus facile à faire. Tu sais, j'ouvre une page TierMaker ou j'ouvre une page Excel, puis fais mes affaires là-dedans, puis c'est réglé. Donc, peut-être juste me laisser savoir. Mais sinon, en dehors de ça, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé. Peace.